d'un côté, on a ce mystérieux code open source qui promet de générer la somme totalement inconcevable de 31 quadrillions de dollars. Ouais, c'est complètement fou. Et de l'autre, on a une monnaie numérique, bien réelle, celle-là, qui galère désespérément sur les marchés pour pas tomber sous la barre des 17 centimes. Du coup, la question, c'est comment un seul et même projet technologique peut exister en même temps dans ces deux réalités parallèles? C'est tout le paradoxe, en fait. Et c'est exactement ce qui rend l'écosystème dont on discute aujourd'hui absolument fascinant. Ça défie presque toutes les lois de la gravité financière classique. Ah oui, c'est clair. Normalement, le prix reflète sa tech, non? Bah, en général, oui. Sauf qu'ici, la psychologie de la communauté a totalement, mais alors totalement divorcé de la réalité mathématique. C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Notre décryptage du jour se concentre sur un phénomène très particulier en ce mois d'avril 2026, le réseau Pi Network. Pas des analyses de marché très pragmatiques jusqu'aux discussions hyper enflammées sur des forums de développeurs. Et on tombe sur un grand écart spectaculaire. Un fossé gigantesque entre le fantasme technologique et la froide réalité économique. Tout à fait. Bon, décortiquons tout ça. Le but de notre plongée d'aujourd'hui, c'est vraiment de séparer l'illusion de la réalité, de voir ce qui se construit vraiment loin du bruit. Et c'est une démarche super importante. Face à cette surcharge d'infos qu'on a dans le monde crypto, l'esprit critique, ça reste la seule boussole valable, quoi. Ouais, il faut regarder sous le capot. C'est ça. Comprendre le pourquoi et le comment au lieu de se laisser aveugler par des chiffres balancés sur les réseaux. Surtout quand ces chiffres n'ont aucun précédent dans l'histoire économique. Alors justement, parlons-en de ce chiffre qui fait le plus de bruit. Cette fameuse légende urbaine qui refuse de mourir, le concept du GCV. Ah, le Global Consensus Value. Voilà, le Global Consensus Value. L'idée ici, qui est portée par une communauté gigantesque, c'est qu'un seul jeton paille devrait valoir très précisément 314 159 $. Un montant qui, il faut le préciser tout de suite, n'a absolument aucune racine dans la finance, ni dans l'offre et la demande d'ailleurs. Mais non, c'est du pur symbole. Ça vient de la constante mathématique pi et de la journée du Pi-Day, le 14 mars, donc 3,14. Exactement. Il y a toute une mythologie quasi religieuse autour de ça. Mais là où ça devient dingue dans nos dossiers, c'est que ce GCV, c'est plus juste un slogan. Ça prend une forme technique très concrète sur GitHub. Oui, on a trouvé la trace d'un développeur sous le pseudo de Kozaki. Il a publié tout un ensemble de fichiers et ce qui est fascinant ici, c'est le niveau de structuration de ce code. C'est pas juste un brouillon, quoi. Ah non, pas du tout. On parle d'un kit de développement complet, un SDK, qui s'appelle Pitex. Y accrochez-vous bien, c'est une boîte à outils pour développer un stablecoin sur le réseau Pi. Donc une monnaie stable, mais indexée sur cette valeur astronomique de 314 509 $. C'est complètement fou. Et la doc précise que ça utiliserait le protocole Stellar SCP. Attends, il faut qu'on s'arrête là-dessus. C'est quoi exactement ce protocole Stellar par rapport au Bitcoin, par exemple? C'est une super question. Pour comprendre la mécanique, le Bitcoin utilise la preuve de travail, donc des millions d'ordinateurs qui résolvent des calculs complexes. Ce qui consomme une énergie folle. Exactement. Le Stellar Consensus Protocol, ou SCP, ça marche pas du tout comme ça. Au lieu de la force brute, ça utilise une toile de confiance. Les serveurs se valident mutuellement par des accords croisés. Ah d'accord. C'est conçu pour être ultra rapide, très peu gourmand en énergie et traiter des milliers de transactions à la seconde. Et c'est sur cette architecture que Pi s'est construit. Ok, donc la base technologique, elle tient la route, elle est pensée pour être efficace. Oui, la base est solide. Mais là où ça déraille complètement, c'est la suite du code Cossassi. Il mentionne une TVL, donc une valeur totale verrouillée de 31,4 quadrillions de dollars. Des quadrillons, ouais. Des millions de milliards. Et pour soutenir ça, le système prévoit un pool de stabilité avec 53 actifs de réserve. Et c'est pas n'importe quels actifs. Il y a des cryptos, comme le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB. Mais surtout, des matières premières bien physiques. L'or, l'argent, le blé, le maïs, le café, le sucre. Attends, je te coupe parce que ça me perturbe trop cette histoire. Je comprends. La doc parle d'une collatéralisation à 10x, c'est ça? Donc si je capte bien, pour émettre 1 dollar dans ce système, il faudrait bloquer 10 $ d'actifs réels en réserve, genre des lingots ou du blé. C'est exactement le principe, ouais. Mais appliqué à une échelle de plusieurs quadrillions de dollars, c'est de la pure science-fiction. Bah oui, il n'y a pas assez de richesse sur Terre.
C'est ça. Comment tu veux stocker des millions de milliards de dollars en grains de café, franchement? C'est absurde. C'est comme écrire une recette de cuisine pour nourrir une galaxie alors qu'on n'a même pas encore inventé le four, quoi. C'est une très bonne image. Surtout que c'est écrit en tout petit, il y a une mention légale. Ça dit que c'est une démo-fiction pour l'éducation, pas un conseil financier. Du coup, est-ce que c'est pas juste un immense bac à sable qui donne de faux espoirs aux gens? Ça soulève une question importante sur la philosophie de l'open source. Techniquement, oui, c'est un bac à sable, mais faut pas voir ça comme une arnaque de l'équipe officielle. D'accord. L'écosystème est ouvert. L'équipe centrale, la P-Core Team, interdit pas ce genre de code parce que ça irait contre la décentralisation. Brider le code, ça serait tuer l'innovation, tu vois. Ouais, mais en laissant faire, il laisse la confusion s'installer, non? Les gens y croient. C'est vrai. Mais ça permet aussi à la communauté de rêver. Et dans la crypto, capter l'attention de millions de personnes pendant des années sans vrai produit fini, c'est un exploit. Ce rêve, c'est le ciment de la communauté. Bon, ok, laissons-les rêver avec leur montagne de café. Faisons un petit pivot. Vas-y. Si cette tech est si révolutionnaire, ultra rapide grâce à Stellar et tout, pourquoi les banques l'ignorent complètement? Où sont les institutions traditionnelles? Ah. Si l'on relie ça à la situation globale et à l'ADN des banques, c'est limpide. Les banques sont centralisées, très régulées, et surtout, elles détestent le risque. Elles ont une aversion viscérale au risque. Totalement. C'est pas leur métier, l'innovation de rupture. C'est flagrant dans nos sources. On a cet exemple saisissant. La capitalisation totale d'une banque comme UBL, c'est environ 2 milliards de dollars. Ouais, c'est ça. Et à côté, le volume d'échanges quotidien, juste sur 24 heures, d'une plateforme comme Binance, c'est entre 4 et 10 milliards de dollars. Une seule plateforme crypto pèse plus lourd qu'une banque entière. Ce qui montre bien pourquoi les plateformes d'échange, les exchanges, bougeront toujours avant les banques. Elles ont la liquidité et l'agilité pour tester de nouveaux actifs. Les banques, ce sont des forteresses lentes. Mais regarde le Bitcoin, ça s'est pas fait en un jour. Oh que non, il a fallu 15 ans, 16 ans de lutte, de crash, de validation, pour que les banques commencent à peine à s'y intéresser sérieusement. En fait, les banques, c'est les invités qui arrivent à la toute fin de la fête. Exactement. Ils aident pas à installer les tables. Ils viennent juste à la fin pour prendre les cadeaux, et seulement quand ils sont sûrs que le gâteau est pas empoisonné, quoi. C'est la métaphore parfaite. Elles financeront ça en arrière-plan seulement quand le profit sera garanti et sans risque pour elles. Attendre qu'une banque valide un paille à 300 000 dollars aujourd'hui, c'est de la pensée magique. Bon, le mur institutionnel est bien là. Mais alors, pendant que les banquiers regardent ailleurs et que les forums s'enflamment, que fait vraiment l'équipe officielle en avril 2026? Et c'est là que ça devient intéressant techniquement. Nos sources pointent toutes vers un truc très précis. L'arrivée d'un serveur RPC sur le testnet. C'est ça. Et loin des fantasmes, c'est là que se trouve la vraie fondation du projet. Faut qu'on traduise ça pour tout le monde. Déjà, le testnet par rapport au mainnet, les quoi? Le testnet, c'est le brouillon, l'environnement de test avec de la fausse donnée pour chasser les bugs. Le mainnet, c'est le réseau principal, où la monnaie prend sa vraie valeur et où les erreurs coûtent très cher. Ok, donc on est sur le brouillon. Et ce fameux RPC, Ça veut dire Remote Procedure Call. Le lien, c'est rpc.testnet.minpi.com. Mais à quoi ça sert au juste? faut voir le RPC comme un intermédiaire obligatoire entre les smart contracts, donc les applications, et la blockchain. Imagine un grand restaurant. L'application du client, c'est la table. La blockchain, c'est la cuisine où il y a toutes les infos. D'accord, je vois bien l'image. Avant le RPC, c'était l'enfer. Le client devait se lever, aller en cuisine, vérifier les ingrédients lui-même et ramener son plat. En clair, l'utilisateur devait taper ses infos manuellement. C'est archaïque, ouais. Le serveur RPC, c'est le serveur du restaurant. Il prend la commande à table, va interroger la cuisine en toute transparence et ramène le résultat. C'est ouf de se dire qu'il fonctionnait sans ça avant. Sans RPC, c'est comme avoir une appli bancaire sur ton tel, mais tu dois taper ton solde à la main à chaque fois que tu l'ouvres. C'est exactement cette aberration qui vient d'être corrigée. Maintenant, l'appli peut interroger la blockchain directement. C'est la plomberie du réseau, quoi. Ça se voit pas, mais sans ça, t'as pas d'eau courante. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la suite? Avec déjà 23 protocoles achevés, cette mise à jour RPC nous rapproche vraiment d'un écosystème mainnet fonctionnel pour 2026. Mais du coup, pourquoi cette mise à jour ultra cruciale est passée inaperçue à côté du bruit sur le GCV? Parce que la plomberie, c'est ennuyeux, tu vois. Ça fait pas rêver de richesse immédiate. Tu vas pas faire une vidéo virale sur un serveur RPC. C'est pas play sexy, c'est sûr. Voilà. Mais sans RPC, pas d'appli autonome. Sans appli, aucune utilité réelle du jeton.
Et donc aucune raison que le prix monte à long terme. Et on arrive face au mur de la réalité. Le choc frontal entre la tech qui construit ses ponts, l'hystérie sur le GCV et la dure loi des mathématiques. La réalité des marchés, oui. Le prix aujourd'hui, il tourne misérablement autour de 17 centimes. 17,36 cents pour être précis, et ça menace de tomber vers les 16. La douche froide. Quand on regarde l'historique sur les plateformes d'échange non officielles, c'est violent. Ça a commencé vers 2 $, c'est monté à 5 $ sur BitGet, et puis paf, la dégringolette totale. Pourquoi un tel crash alors que la tech se améliore? C'est la mécanique de la dilution par l'offre. Imagine un marché basique, avec une liquidité de 10 $. Si t'as que 10 pièces dispo, chaque pièce vaut 1 $. Logique. Jusque-là, les maths sont simples. Mais le souci ici, c'est que des millions d'utilisateurs ont miné des pièces gratuitement pendant des années. Quand une partie de ces portefeuilles se débloque, les gens se précipitent pour vendre et encaisser. Ah, donc on passe de 10 pièces à des millions de pièces d'un coup. Exactement. La liquidité est noyée. La valeur de chaque pièce s'effondre. C'est l'offre et la demande dans toute sa brutalité. L'offre écrase le prix. Mais là, je te mets au défi. C'est une dissonance cognitive totale, non? D'un côté, on prévoit des poules de stabilité en quadrillon. De l'autre, le jeton lutte pour pas sombrer à 10 centimes. C'est vrai. Et face à ce risque, les analystes conseillent même le DCA, le Dollar Cost Averaging, donc d'acheter par petites fractions dans le temps parce qu'ils pensent que ça va encore baisser. Comment ces deux mondes peuvent cohabiter? Ça soulève une question importante, en effet. Mais cette dissonance, c'est peut-être la fonctionnalité qui permet au projet de survivre, figure-toi. Faut regarder la macroéconomie et les cycles du Bitcoin, le fameux halving. Ah oui, le halving, rappelle-nous vite fait ce que c'est hyper important. C'est un événement dans le code du Bitcoin tous les 4 ans. La récompense des mineurs est divisée par 2, donc la création de nouveaux Bitcoins ralentit. Et historiquement, l'année du halving et celle d'après, c'est très dur. L'hiver crypto, quoi. Voilà, depuis le halving de 2024, on est en phase de consolidation. L'argent institutionnel se retire, les liquidités sèchent. Donc le prochain vrai cycle haussier, on l'attend pas avant 2027, voire 2028. Exactement. Donc le défi existentiel de Pi aujourd'hui, c'est juste de survivre jusqu'à cette fenêtre. Et là, la croyance irrationnelle de la communauté agit comme un bouclier. Ah ouais, je vois le truc. Cette foi maintient les gens connectés tous les jours, refusant d'abandonner face à un prix de 17 centimes. Ça donne à l'équipe technique le temps de construire la tuyauterie complexe pour être prêt quand l'argent reviendra sur les marchés. C'est fascinant comme dynamique. Si on synthétise notre plongée, on a un vrai cycle ovni économique. Une foi communautaire quasi mythologique, des fondations techniques solides mais invisibles et un prix écrasé par son offre à 17 centimes. L'ingénierie et la psychologie jouent pas du tout la même partition. Et c'est souvent dans cette friction que naissent les trucs les plus imprévisibles. Complètement. Mais avant de terminer, je sais que tu as une idée finale un peu provocatrice pour nous, qui prend à revers tout ce qu'on vient de dire sur le code. Oui, c'est une piste de réflexion. On a vu que l'utilité réelle arrive avec le RPC, mais et si la vraie prouesse de Pi, ça n'avait jamais été son code? Attends, comment ça? Et si son exploit majeur, c'était sa capacité inédite à capter et retenir l'attention de dizaines de millions de personnes dans le monde entier pendant des années, juste sur une promesse de valeur? Oh, waouh. En vue du marché de 2028, et si cette attention humaine pure, hyper concentrée, devenait la véritable monnaie d'échange face aux géants de la finance, bien plus que la technologie elle-même? C'est vertigineux comme idée. L'attention comme réserve de valeur ultime. Finalement, ça nous rappelle que l'histoire qu'on raconte sur un projet pèse parfois plus lourd que ses fondations techniques. Bon, c'est tout pour notre décryptage d'aujourd'hui. Gardez l'esprit grand ouvert, continuez de creuser derrière les chiffres, et à la prochaine!